Voilà, bonjour à tous. Alors, il y en a qui n'étaient pas là hier. Oui, merci. Donc, je vais vous parler des motivations intrinsèques, source inépuisable de plaisir dans l'engagement. Alors, tu as fait tout à l'heure, Violaine, la présentation des choses. Je vais vous la présenter de façon un peu différente et je vais faire le lien avec tout ce que Annick nous a dit tout à l'heure, avec l'aspect un peu scientifique des choses. Et on va partir de là, en fait, les motivations par rapport à ce qui était là hier, les motivations, c'est quelque chose qui s'imprime dans l'arrière de notre cerveau. L'arrière, c'est-à-dire ce mode automatique que nous avons et qui nous permet précisément de faire des choses ou de ne pas les faire, et on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, il y a 3 types de motivations. Vous les avez vus tout à l'heure, je les appellerai un peu autrement. On a ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, c'est-à-dire intrinsèques à soi-même, c'est à l'intérieur de soi. On va voir comment elles se forment dans le cerveau à partir de la biologie. Et nous avons ces fameuses motivations extrinsèques qui viennent de l'extérieur. Et puis, je vais vous parler des surmotivations, c'est-à-dire des hyper-investissements émotionnels qui vont faire directement le lien avec les burn-out de tout à l'heure. Donc, les motivations intrinsèques. Alors, imaginez que je rentre d'une journée absolument écrasante, la plus mauvaise journée de l'année, je rentre du bureau et posez-vous la question, qu'est-ce qui va me ressourcer et me redonner le soir? Alors, l'un d'entre vous va me dire, moi, j'enfile mes baskets et j'essaye de améliorer mon record des 10 kilomètres parce que ça le passionne. Le deuxième va dire, je prends un bain mousse dans mon jacuzzi. Le troisième va se plonger dans un roman. Le cinquième va dire, ce soir, c'est moi qui fais la cuisine, parce qu'il adore ça. Et puis un autre va aller jouer avec ses enfants. Un troisième va peut-être aller dans son garage et faire du bricolage. Et donc chacun a ainsi, au fond de lui, ce qu'on appelle des motivations intrinsèques qui, lorsqu'il les fait, ça le ressource. Ça lui donne de la pêche. Et on appelle ça les motivations intrinsèques. C'est ce qui nous fait plaisir, nos ressources, peu importe le résultat. C'est faire la chose qui nous passionne. Et en général, on vit ça lorsqu'on est petit, lorsqu'on est jeune. Il y a des choses qu'on adore faire. Et parfois, s'en rappeler nous permet de faire des liens que vous allez découvrir tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Elles ne nous quittent jamais jusqu'à 120 ans. C'est vraiment le bonheur, c'est un cadeau de la nature. Un cadeau de la nature. Alors, les motivations extrinsèques, c'est quoi? Ce sont des motivations que nous avons et qui sont surtout le fruit de soit notre éducation, soit l'environnement, soit c'est bien de faire ça. Et donc, on adhère à ce genre de motivation. On adhère à ce genre, je dirais, d'injonction et qui provoque aussi, soit bien sûr des motivations, comme tu l'avais exprimé en bonne case ou alors en mauvaise case, on va le voir tout à l'heure. Mais ces motivations, pour être durables, ont besoin soit de résultats. Tant qu'il y a des résultats, waouh. Ou alors de la reconnaissance. On a besoin de temps à autre de reconnaissance ou de l'encouragement. Imaginez, alors je vais prendre un exemple. Vous avez 2 jeunes, ils ont 12 ans. Et ils sont passionnés de Roland-Garros, là. Et ils regardent pendant 3 semaines tous les matchs. Et à la fin des matchs, ils se tapent dans les mains en disant, ouais, on va devenir des champions. Tous les deux. L'un a cette notion de motivation d'être un compétiteur, de quelqu'un qui aime se dépasser. Il l'a en motivation intrinsèque. Pendant 3 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans, ils vont suivre des cours, des formations, 3 heures par semaine. À 15 ans, ils jouent vraiment bien. Ils rentrent dans les compétitions juniors. L'un a la motivation intrinsèque, il adore la compétition, il aime cela, il aime se dépasser lui-même. Ils vont jouer. De temps en temps, il va gagner. Il va perdre. Quand il perd, il va dire ouais, il joue quand même mieux que moi. Je vais améliorer mon revers, etc., etc. Donc, il va jamais se décourager. Au contraire, il va
continuer à faire de la compétition, peu importe les résultats. Et jamais il n'aura de déplaisir de perdre. Un exemple magnifique, c'est Federer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Federer. Quand il perd, eh bien, il garde le sourire, le plaisir, il félicite l'autre. Il a ça dans sa motivation primaire, le dépassement de soi. L'autre, qui a suivi les mêmes cours, les mêmes formations, joue aussi bien que lui, eh bien, de temps en temps, lorsqu'il perd, ok, il n'est pas trop content de lui, et alors il a besoin d'encouragement, il a besoin de ses parents autour du cours pour leur dire « Allez, vas-y mon gars, t'es bon !» etc. Il a besoin d'encouragement, il a besoin de reconnaissance. « Ah, t'as bien joué là, c'est bon. Ah, mais t'aurais pu faire mieux, etc. » Et donc lui, à la longue, il va probablement laisser tomber la compétition parce qu'il ne sera pas heureux de pouvoir continuer, il n'a pas les résultats nécessaires. Et donc, apparemment, ils sont tous les deux motivés. Oui. Et on fait souvent un mélange entre nos motivations intrinsèques et extrinsèques. Et pouvoir faire la différence, c'est très important. Et c'est pour cela que on va essayer de découvrir. Alors, hop. Coucou. Alors. 1, 2, 3. Tous ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Soyons motivés. Je reste à avoir des étoiles dans les yeux, hein. Attention. Pas de problème. Ça peut arriver. Le bouton droit, oui, droit. Il est encore allumé. Et le bouton gauche marche non plus. Voilà. Ah, voilà. Oh, il va trop vite. Voilà. Alors, je prends un exemple. Je vous prends un exemple. On est vendredi soir. Je te coupe, Pierre. Je te coupe. Tu as donné l'exemple même d'un mode adaptatif. Merci. Ça, c'est vrai. Alors, on est vendredi soir et je dis à tous mes copains, vous savez ce que je fais ce week-end? Je vais mettre de l'ordre dans ma bibliothèque. Moi, j'ai une bibliothèque avec 600 livres, j'en achète 4 par mois, je les lis ou je les lis pas, mais en tout cas, je les planque dans ma bibliothèque les uns sur les autres. Donc, ma bibliothèque, c'est une espèce de foutoir de livres et je dis, je suis motivé, je vais mettre de l'ordre dans ma bibliothèque. Première possibilité, hop, je suis dans mes motivations intrinsèques. Au fond, j'adore mettre de l'ordre. Vous savez, quand il faut classer les choses, etc., j'ai un plaisir de faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout sortir, je vais commencer à classer, ok, et puis je vais les remettre. Et le dimanche soir, je remarque que j'aurais dû mettre les romans là-bas, la psychologie là-bas, parce qu'il n'y a pas assez de place. Je dis, chouette, le week-end prochain, je vais recommencer. Là, je suis dans mes motivations intrinsèques. OK. Deuxième type de motivation, on rentre dans les extrinsèques. Oui, je vais mettre, c'est une valeur pour moi de mettre de l'ordre. Je ne sais pas, mais moi, j'ai vécu une enfance assez particulière. Nos parents étaient délicieux. On était 6 enfants. On avait une grande maison avec un grand couloir et on avait chacun sa chambre. Les parents dormaient au fond. Et tout au fond du couloir, il y avait une gigantesque bonnetière en chêne qui mesurait à peu près 2,75 m, là, 2,50 m de large, dans laquelle ma maman rangeait tous les linges, tous les draps, les essuie-mains, les essuies, etc. Bon, pour une famille de 6 enfants. Et régulièrement, elle prenait un petit escabeau et elle ouvrait et elle faisait l'inventaire. Ok, moi j'avais 7 ans et je disais à maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais l'inventaire, tu vois. Et elle était sur son escabeau et elle me disait, j'ai entendu ça à peu près 150 fois dans ma vie. Du haut de son escabeau, elle me dit, tu sais Pierre, l'ordre mène à Dieu. Ok. Bon. Et en fait, elle voulait me transmettre une valeur, l'ordre. Alors, je ne l'ai pas vraiment prise. Le désordre ne me dérange pas du tout, et l'ordre, je trouve ça chouette aussi. Et donc,
qu'est-ce que je fais là? Je vais ranger ma bibliothèque. Dimanche soir, je vois que j'aurais dû faire autrement. Je vais dire, ok, bon, ben, le week-end prochain, je vais réarranger ça. Oh, c'est pas ma tasse de thé, mais je vais le faire quand même parce que c'est une valeur auquel je tiens. C'est ce que tu appelais tout à l'heure les bonnes cases. Et puis, le troisième, c'est ce que tu exprimais, le tertiaire, c'est quoi? C'est, waouh, je vais mettre de l'ordre dans ma bibliothèque. Je le vois déjà. Vous savez, le vendredi soir, je vois ma bibliothèque magnifique. Et le lendemain matin, il fait beau. Oh, si on allait à la mer, ok. Et on part à la mer et on procrastine et on ne fait jamais la chose, ok. On n'a pas les moteurs pour le faire. Quatrième, ça va vous faire penser à autre chose, c'est la fameuse mauvaise case. C'est, je mets les trucs, là, un peu énervé, mais enfin bon, je me suis donné comme ordre de le faire, je mets de l'ordre, et le dimanche soir, je me rends compte que je me suis planté. Alors là, je tire la gueule pendant la semaine, parce que le week-end prochain, alors là, je suis pas trop présentable, quoi. Ok, je suis assez énervé. Alors là, pour ceux qui ont assisté hier, ou en tout cas à mon, comment on appelle ça, mon petit séminaire l'après-midi, ceux qui voudront cet après-midi, ceux qui l'ont pas fait hier pourraient y aller. Là, on fait un pack aventure, quoi. C'est quoi tous les avantages du désordre et c'est quoi tous les inconvénients de pousser l'ordre dans son maximum, quoi. Et là, on change de regard, hein. Donc, on doit travailler là-dessus. Et puis le cinquième, on va y revenir, c'est, alors je suis un obsédé de l'ordre, il n'y a que ça qui compte, et je veux être reconnu pour ça. Je veux que lorsque j'aurai mis de l'ordre dans ma bibliothèque, j'invite mes amis, on prend l'apéro, il faut qu'on me reconnaisse pour avoir fait la chose, et lorsqu'il y a un livre qui dépasse de 2 centimètres, boum, je le repousse. Voyez-vous, c'est vraiment, voilà, je m'investis profondément, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière sur le plan biologique? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment tout ça se crée. Alors, le tempérament, c'est les motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, vous voyez, c'est un geyser. Et en dessous des geysers, il n'y a pas un moteur, hein. Ça vient de la nature elle-même. Donc, la nature elle-même en nous, et on le garde jusqu'à 120 ans, c'est le plaisir de faire les choses, c'est une énergie qu'on a en nous et qui est profondément inspirante et qui nous donne la joie. Et comment ça se produit? Et ça, c'est l'aspect biologique et l'aspect recherche, hein, puisque ça fait quand même 25 ans non, même déjà 30 ans qu'on travaille là-dessus à l'Institut, hein, 85 années en recherche, en neurosciences, biologie, etc. Et donc, le mécanisme de l'empreinte, en fait, qui s'appelle aussi le darwinisme neural. Edelman est un prix Nobel qui a travaillé là-dessus, Changeux. Je vous ai dit hier que nos neurones, nos 100 milliards de neurones, sont connectés chacun avec 10 000 autres neurones. Donc nous avons 1 million de milliards de connexions dans notre cerveau. Eh bien, le bébé en naissant, c'est pas 10 000 connexions qu'il a par neurone, c'est 100 000. 100 000. Et dans les mois qui vont suivre, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas encore tout à fait déterminé, il perd 90% de ses connexions parce qu'elles ne sont pas connectées. En fait, les connexions ne se font qu'à partir d'émotions, de vécu de l'enfant. Et donc, ce qu'il garde deviennent des autoroutes, entre autres, du plaisir. Parce que le petit bébé, au départ, il est assez reptilien, hein, tout le reste. Alors, comment ça se produit? Donc, ce que je vous dis ici, les motivations intrinsèques ne sont pas génétiques. Il n'y a pas de question de génétique là derrière. C'est pas culturel. C'est bien avant le culturel. Oui. Tous ces slides, vous pouvez les avoir, hein. Il suffit de me donner votre carte de visite. Ceux qui étaient là hier, c'est pas la peine de la redonner. Ceux qui le veulent, je vous l'envoie. Et donc, c'est de l'épigénétique, c'est préculturel. Alors, là-dessus, comment ça se passe? Mettez-vous à la place du petit bébé. Ok, il est petit, il a des besoins physiologiques de base, entre autres manger. Ok, ça c'est son reptilien. Son reptilien a besoin de manger. Alors, quand va-t-on donner à manger à son bébé? Ok. À une certaine heure ou à un autre moment, on ne le sait pas et il n'a pas la parole. Et donc, imaginons que le bébé est dans le calme.
ok, il n'a en fait pas besoin de manger. Vous arrivez, vous lui donnez le biberon, le sein, et il n'a pas tellement faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 40 minutes pour, de temps à autre, Et alors, vous entendez des mamans qui disent, le mien, il faut 35 minutes pour manger. Et l'autre qui vous dit, c'est pas vrai, chez moi c'est un glouton, quoi. En 3 minutes, il a vidé son biberon. Ah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, en fait, il est dans le calme, un instinct de calme, et il prend petit à petit son aise. Ici, il passe dans la fuite, c'est-à-dire que petit à petit, il a un besoin de manger et il l'exprime en bougeant un peu, en manifestant son désir. Il est dans la fuite, dans l'agitation. Et vous lui donnez à manger. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces neurones? Il y a des liens qui se forment entre, lorsque je suis dans cet état, il y a un plaisir qui s'installe. Alors, ça se fait naturellement à partir de milliers et de milliers et de milliers de cas d'émotions. Ensuite, si à ce moment-là il ne reçoit pas à manger, il va passer dans la lutte. Il va commencer un peu à crier, à se manifester. Et si vous le donnez à manger à ce moment-là, il va faire le lien. Tiens, si je suis dans la lutte, alors tout ça c'est positif. Hein, ne pensez pas que c'est négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à ce moment-là recevoir et se dire, tiens, un peu de lutte, c'est bon pour obtenir. Donc chaque fois, il y a un état instinctif, il y a une satisfaction qui va idéaliser la manière d'être pour obtenir ce qu'il veut, donc pour obtenir le plaisir. Et c'est ainsi que se créent petit à petit les circuits neuronaux de nos tempéraments. Et ça donne quoi? Alors, vous n'allez pas rentrer dans les détails, ça nous donne en fait des types de tempéraments. Et tout à l'encontre de ce qui existe dans beaucoup de tests de personnalité, on n'est jamais l'un ou l'autre. On est un mixte de plusieurs tempéraments, en fonction précisément de ce qui a été vécu. Et vous allez découvrir, mais vous le verrez dans le PDF, vous allez découvrir des types de nature. Des types de nature. Bon, moi, par exemple, je suis assez bien solidaire, assez stratège, un peu animateur, un peu novateur. Il y a des choses comme ça qui me caractérisent, dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles je me retrouve dans mon plaisir. Et tout cela, donc le calme, la fuite, la lutte et l'inhibition. Donc, l'approche n'est pas du tout une approche d'observation. Notre approche part de la biologie. Et donc, alors, bien sûr, ça correspond souvent aux observations. La seule différence, c'est que là, on part de d'où ça vient, comment ça se construit et comment ça se développe. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vais faire un parallélisme entre un philosophe pur, ok, le bien-être, la simplicité, l'authenticité, l'épicurisme, et le stratège, qui aime bien les choses organisées, claires, il aime bien ce qui est élégant, beau, harmonieux. Ok, ils partent en vacances. Le philosophe, il ira dans un lodge, les moustiques, peu importe. Ce qui est important pour lui au restaurant, voilà le plat qu'il aime, quoi. Les frites sur un morceau de papier, là, c'est un peu désordre, mais c'est chouette, c'est nature. Il aime bien les soins corporels, les grands espaces. Alors que le stratège, ça, quand il voit ça au resto, alors là, waouh, quoi. Ça, c'est le truc, quoi, hein. Bon. Rien à voir avec le burger, quoi. Hein? Mais voilà, il admire cela. Hein? Son intérieur, bon, ben, c'est beau, c'est classe, c'est ceci. Il va en vacances, ben, il faut qu'il soit dans un lieu où tout est bien soigné, etc., etc. Bon, c'est des caricatures, mais on peut être les deux. Ah, c'est ça qui est intéressant. On peut être deux types de tempéraments. On peut parfois l'être l'un et pas du tout l'autre. Peu importe. Alors, je continue. Voilà en fait une autre façon de voir les choses. On est au festival de jazz à Vienne. Et vous avez 3 gars, l'un à côté de l'autre. L'un qui est stratège. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Lui, il admire le décor, quoi.
c'est magnifique, quoi. C'est bien fait, c'est harmonieux, etc. Le deuxième, il est philosophe. Lui, il est déjà la tête dans les nuages, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est avec ses reflets jaunes, dorés, etc., etc. Et l'animateur, lui, il est, ouais, ça se passe, quoi. Lui, il adore ça. Okay? Et on peut être deux, on peut être les trois, on peut n'être qu'un ou pas du tout. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner des idées de comment tout ça se forme en nous. Alors, j'aborde le troisième aspect qui va vraiment répondre aussi à tout ce qui est burn-out et la présentation de ce matin. Lorsqu'on pousse à fond le secondaire, c'est-à-dire les extrinsèques, il y a des gens qui vont jusqu'à nier leur valeur intrinsèque parce qu'ils sont dans une telle culture qu'il n'y a plus que l'extrinsèque, tout ce qui est les injonctions qui viennent de l'extérieur qui ont de l'importance. Eh bien, lorsqu'on se donne à fond là-dedans, on peut aller jusqu'à l'hyper-investissement émotionnel. Et ça va correspondre, vous allez voir, à quoi? Ce sont des personnes qui se donnent intensément, ils sont surmotivés, quoi. C'est les types qui, le vendredi soir, vous demandent encore « passe-moi un dossier », quoi, parce que, ouais, j'aime faire ça, quoi. Et non mais, ce qui est grave, c'est qu'en général, on joue le jeu, quoi, et on leur donne ce boulot. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est leur raison de vivre, d'exister. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se mettent en avant, il faut qu'ils arrivent à faire les choses. Et on va voir, c'est ce qu'on appelle les comportements à tendance obsessionnelle, qui amènent des addictions comportementales. Et comment les repérer? Il y a eu déjà plein d'indications ce matin. On a fait une étude, nous avons fait une étude fin 2011 sur 7000 salariés. Une étude approfondie, 3000 en France, 2000 en Belgique, 1000 au Canada et 1000 en Suisse. Et le surinvestissement émotionnel, la France en a le panache, quoi. 3 fois plus qu'au Canada, 2 fois plus qu'en Suisse, et 1,8 fois de plus qu'en Belgique. Et ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne les gens à toujours en faire plus. Plus, ça touche 40% des salariés en France à des degrés divers. Parfois c'est faible, parfois c'est très fort, et ça peut entraîner ce qu'on va voir maintenant. Donc, les signes avant-coureurs, le désir de réussir et surtout la peur de l'échec, même si l'enjeu n'est pas important. Donc, le désir de réussir et la peur de l'échec. Et moi qui suis du Nord, j'ai remarqué une chose, parce que je donne beaucoup de conférences et je fais aussi des séminaires. La France a quelque part un petit problème avec l'échec. Alors l'échec, c'est pas permis en France. On est remis de côté, ok? Donc ça entraîne pour celui dès la petite enfance, c'est les bics rouges, etc. Vous tétanisez les enfants sur l'échec. Donc celui qui veut en sortir de l'échec, qu'est-ce qu'il fait? Mais il veut la perfection. Et il s'intensifie dans la perfection. Et donc il veut de plus en plus, alors parfait, soit parfait, on l'a vu tout à l'heure. Et plus on veut dans la perfection, plus on va se donner à vouloir que ce soit parfait. Et donc, l'intense désir de réussir, la peur excessive d'échouer. Deuxième type de symptôme, dans un premier temps, ça amène la personne à, en faire toujours plus et jamais assez. Et ils s'attendent aussi à avoir de la reconnaissance. Ces gens ont besoin de reconnaissance. Et vous en donnez, c'est jamais suffisant. Il faut toujours revenir, ok? Alors, parce que les motivations intrinsèques n'ont pas besoin de reconnaissance. Quand vous êtes dans vos motivations intrinsèques, peu importe ce qu'on vous dit, ça fait partie de vos passions. Alors, troisième, les sentiments de déception, de frustration, même quand les résultats sont bons. C'est bien ce que tu as fait là, c'est un bon travail. Non, mais j'aurais pu faire mieux, ok? Donc, c'est jamais assez bien. Et ça sont les signes avant-coureurs, mais précisément, entre autres de burn-out, mais aussi de désaffection, de perte de confiance en soi, et peut amener l'addiction. Cette addiction peut arriver jusqu'au burn-out, et ce sont des gens qui, le vendredi, vous demandent encore du boulot. Et le lundi matin, vous avez un billet du médecin et vous ne le voyez plus pendant 1 an ou 6 mois. Et ça correspond réellement à ce que Annick nous a dit tout à l'heure. Donc ça nous guette, on ne s'en rend pas compte. Et le problème des managers,
c'est d'arriver à voir ça, à voir ce genre de comportement avant-coureur. C'est faire en fait de l'assistance préventive. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc nous avons à l'Institut développé depuis 25 ans un test qui permet aux gens, bien sûr avec un accompagnement d'1h30, un test qui permet de vraiment faire la différence entre l'inconditionnel et le conditionnel. Parce que tous les tests que je connais vous donnent une photo de ce que vous avez dit, mais ne fait pas la différence entre les deux. Donc, vous avez des photos, ici on voit le film de ce qui pourrait arriver si, précisément, on démonte ce qu'on appelle les motivations conditionnelles. Je vous remercie infiniment. Voilà.